fait, la privatisation de la salle polyvalente à Mistral, qui est en face des tours 74-72, là, parce que je trouve que c'est dommage qu'on n'ait plus la possibilité d'aller faire des réunions au cœur de Mistral. Et puis comme on avait peur qu'il fasse froid ou qu'il pleuve, parce qu'on peut utiliser la prairie et l'espace public, mais bon, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est réunis ici. Et il n'y a pas grand monde, mais c'est pas grave, on va quand même discuter ensemble. Moi je suis très heureuse évidemment de vous voir. Et quoi qu'il en soit, on va essayer de passer un bon moment. Alors, toutes les 4-5 semaines à peu près, on fait ce qu'on appelle les soirées de l'avenir en commun, à différents endroits évidemment de la circonscription, sur des sujets divers et variés, évidemment la question de la Palestine, ça c'est certain, mais aussi la question par exemple des plans sociaux, bientôt la question de la zone à faible émission, à Sassenage. Là ce soir on vous a proposé d'avoir un temps d'échange autour du budget, et bien sûr vous l'avez compris, du budget de la nation. Quand on parle du budget de la nation, on parle évidemment des recettes et des dépenses d'un pays. Et au travers des recettes et des dépenses d'un pays, on voit se dessiner le projet politique qui est souhaité par ceux évidemment qui le mettent en œuvre. Donc je vais vous donner des exemples tout simples et bien évidemment on va tout de suite se comprendre. Si on décide d'augmenter la TVA, que tout le monde paye, quels que soient ses revenus, ça veut dire qu'on va aller chercher dans la poche de tout le monde, y compris de ceux qui sont les plus pauvres. Ça donne une idée. Et puis, si on dit que non, c'est pas comme ça qu'on va faire, et que par exemple, on va augmenter l'impôt sur les hauts revenus, là, ça dit un autre projet où on dit qu'on va aller taper ceux qui, effectivement, ont des roues. Sur la question des dépenses, si l'on dit qu'on va augmenter de je ne sais trop combien de milliards, 5 ou 6, le budget de l'armement, ça dit quelque chose de la priorité du pays. Tandis qu'évidemment, on peut dire qu'on va mettre le même montant sur l'école, par exemple, ou sur la planification écologique. Donc, c'est de ça dont on va causer ce soir. Donc, on entend évidemment à la télévision l'idée selon laquelle on est dans un chaos et que le pays est sans dessus-dessous, que la France est en situation de banqueroute. En particulier, les deux choses qui sont agitées, c'est la notion de dette et la notion, bien sûr, de déficit. Donc, si vous voulez, on va s'arrêter là-dessus. Et il semblerait que la France dépense trop et qu'elle vive au-dessus de ses moyens. C'est beaucoup ce qu'a dit Bayrou avant de se faire dégager au moment du vote de confiance où il disait « Ah là 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 là, c'est la catastrophe, la France va faire banqueroute ». Un déficit, d'abord, il est lié, et le déficit français, c'est le cas, il est lié à une perte de recettes. Tous les ans, de par la manière dont on taxe, on perd 75 milliards d'euros. Bon, donc forcément, si chaque année, et c'est cumulatif, vous perdez 75 milliards d'euros, c'est sûr qu'il y a un moment, forcément, où ça coince. Et si on regarde ça d'un peu plus près, on va s'apercevoir que ces 75 milliards d'euros qu'on perd tous les ans, c'est quand même au profit des plus riches. J'en veux pour preuve la suppression de l'ISF, de l'impôt sur les fortunes, d'accord, qui a été supprimé par Macron. J'en veux pour preuve la mise en œuvre d'un machin qui s'appelle la flat tax, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'on allait taxer d'une manière uniforme 30%, ce qui, par exemple, est lié aux revenus des actions. Et ce, d'une manière tout à fait indifférente, quelle que soit l'activité, quel que soit le montant d'actions que vous possédez, et qui, bien évidemment, plus vous en avez, plus elle vous rapporte. Ça représente 4 milliards de pertes. C'est la baisse du taux d'impôt sur les sociétés, qui est le cœur de la fiscalité qu'on pourrait dire économique, etc., etc. Pourquoi? Parce que la logique voulue d'abord par Hollande et ensuite par Macron, mais en général l'enfant dépasse le père, est de cette nature-là. Pourquoi y a-t-il eu un appauvrissement du pays et des recettes en arrangeant les intérêts des plus riches? L'idée, c'est ce qu'on appelle la politique de l'offre,
donc Hollande et Macron, c'est ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, c'est-à-dire qu'on dit que plus les riches ils auront des ronds, plus ils vont investir dans l'économie réelle, plus ils vont créer d'activités, plus il y aura d'emplois, et puis on s'égaillera comme les lapins dans la prairie. Sauf que, évidemment, ça n'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. Et on a vu le capitalisme, puisque c'est de ça dont il est question, muter au cours du temps. On ne va pas se faire l'histoire du capitalisme, peu importe, mais aujourd'hui, on peut dire qu'il est glouton. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est-à-dire le phénomène d'accumulation de richesses, est complètement délié, séparé de l'économie réelle et de la production. Donc l'idée aujourd'hui, quand on est capitaliste, c'est d'en avoir le maximum pour soi, indépendamment de ce qui peut se passer en termes de production. Et ça se prouve, tout ça, parce qu'on ne raconte pas des machins pour se faire plaisir, puisque on a vu une augmentation majeure, doublée, de ceux qui étaient déjà les plus riches dans le pays, puisque en 2017, donc au moment où Macron arrive, en tant que président de la République en tout cas, il possède les plus riches 600 milliards d'euros, et aujourd'hui, donc en 2025, ils en possèdent le double. Donc on voit bien qu'au travers de la fiscalité favorable aux riches, les riches en ont profité, et ils n'en ont pas profité pour investir, encore une fois, dans l'économie réelle, mais ils en ont profité pour s'enrichir eux-mêmes. Ça, c'est la question donc dite du déficit. Et vous comprenez bien que quand on ose comparer le budget de l'État au budget d'un ménage, c'est un véritable scandale. Pourquoi ? Parce qu'a priori, moi je suis enseignante, par exemple, mon salaire, c'est mon salaire. Je peux essayer d'aller négocier avec les syndicats et le ministre de l'Éducation nationale, mais enfin a priori, ça va quand même être compliqué, mon affaire. Je ne peux pas jouer sur mes recettes. Éventuellement, je vends des trucs, mais une fois que j'ai vendu tout ce que j'avais, j'ai plus de marge. Puis c'est qu'une fois, quand on vend quelque chose. D'accord ? Donc, la comparaison entre un État, une nation et un ménage n'a strictement aucun sens. Et quand vous regardez ou vous écoutez bien, par exemple, le discours porté par Bayrou, finalement, c'était un peu ça qu'il nous expliquait. Or, ça ne marche pas. Je viens de vous le montrer, puisque au travers de la fiscalité, on peut faire rentrer plus ou moins d'argent. La dette. La dette, c'est 100 milliards depuis 2017 de plus. Donc, ceux qui ont créé le chaos, ceux qui ont accentué le déficit, ceux qui ont fait exploser la dette, c'est la Macronie. On le voit bien au travers des quelques chiffres que là, je vous donne. Étant entendu un arrêt tout de suite sur la notion de dette, c'est qu'il y a de la dette qui est bonne. Par exemple, si vous investissez dans des infrastructures, par exemple, pour mettre toutes les marchandises qui sont sur des camions sur les rails et faire du fret ferroviaire, eh bien, c'est un bon investissement. Ce n'est pas de l'argent foutu par les fenêtres. Et ce n'est pas illogique que vous ne puissiez pas tout faire d'un coup et que vous ayez besoin d'étaler et de vous endetter pour pouvoir financer, par exemple, ce fret ferroviaire. Donc la première chose qu'on peut se dire, c'est que c'est absurde et que c'est ceux qui font ouin-ouin aujourd'hui qui sont ceux qui ont créé les conditions de catastrophe, on va s'en remettre, de difficultés financières à laquelle le pays est confronté. Donc, arrive Bayrou et sa proposition. Alors vous savez, la médecine, elle a une histoire. Et on va dire, à peu près au Moyen-Âge, pour soigner les gens, on accompagnait le cours de la maladie. Donc si par exemple, toi tu saignais, je te faisais encore plus de saigner. Bon, évidemment, tu mourrais. Bon, ça, c'était le risque. Et c'est exactement ce que fait Bayrou. Bayrou, il fait une sorte de médecine du Moyen-Âge où il accompagne la maladie. Et donc, évidemment, vous avez compris là où je veux en venir, il continue la saignée. Donc, Bayrou avait proposé, mais c'est pas... Comment il s'appelle là, le nouveau Premier ministre Le Cornu, il ne va pas faire autre chose. Sauf si il arrive à s'arranger avec les socialistes. Mais c'est un autre sujet dont on va parler sans doute quand même dans un instant. Donc, Bayrou, 44 milliards d'économies sur les dépenses à produire. Je peux dire une petite vacherie quand même sur les socialistes, c'est pas normal. Ils ont flingué le NFP, c'est quand même, on peut dire. Donc les socialistes, eux, la proposition qu'ils font, c'est moins 25 milliards. Sauf qu'au passage,
D'abord, on continue quand même d'enseigner. Et au passage, il y a de nombreuses propositions qui étaient centrales pour le nouveau Front populaire qui, évidemment, ont été foutues en l'air. L'ISF, par exemple, on n'en parle plus. Il n'y a plus d'histoire d'héritage maximal. Vous savez, on discute quand même de cette question d'héritage. Ça ne veut pas dire papa, maman, ils ont travaillé toute leur vie pour avoir une maison. Ce n'est pas de ça dont on cause. On cause des grandes fortunes, des grands capitaines pour peu qu'il en reste d'industrie, par exemple. Et puis évidemment, les questions d'exonération fiscale sur lesquelles je veux venir dans un instant. Donc force est de constater que, je ne dis pas ça pour dire du mal d'eux, mais objectivement, on voit bien que la proposition qu'a fait le Parti socialiste est fondamentalement, si ce n'est quantitativement, de même nature que celle qui a été faite par Bayrou, sauf que eux, c'est 24 ou 20 milliards. Bref, je ferme cette parenthèse, mais elle est quand même importante pour la suite, forcément. Donc, la proposition de Bayrou, c'est d'abord ce qu'il appelle une année blanche dans les services publics. Donc, pas 1 euro de plus, donc des euros de moins, puisqu'il y a l'inflation. Les prix, de toute façon, augmentent quoi qu'il en soit. Donc, pour l'éducation nationale, ça signifie moins 637 millions d'euros. Ça représente 10 000 postes d'enseignants. C'est énorme. Hein, à la rentrée, alors entre Borne et la CGT, vraisemblablement, il y a débat, mais à minima, c'est entre 3 000 et 5 000 postes qui manquaient pour que tous les enfants puissent avoir un enseignant en face d'eux, et puis qu'il y ait des services de la vie scolaire, en particulier dans les collèges et les lycées, qui puissent tenir l'écologie, évidemment, on ne va pas rigoler avec ça, quand même, ça n'a aucun sens. 188 millions d'euros de moins. L'enseignement sup et la recherche, 304 millions d'euros de moins. C'est étonnant puisqu'ils ont survalorisé ce qu'on appelle le crédit impôt recherche, qui est soi-disant quelque chose quand les entreprises font de la recherche et on leur permet de bénéficier d'exonération, je sais pas, on n'a qu'à favoriser la recherche publique. On sera sûr de ce qu'ils font et en plus on pilotera la nature de la recherche. Donc on pourra dire en tant que nation ce que nous voulons comme type de recherche. Par exemple sur les process de production, je dis n'importe quoi, qui soient moins polluants. Vous avouerez avec moi que ça relève plus de l'intérêt général que les collants qui font maigrir. Bon, je continue. Et donc on a d'une part cette année blanche, donc soi-disant à 0, qui signifie déjà une baisse, mais vous avez bien vu qu'il y a eu la loi de programmation militaire, et que dans les enjeux de la loi de programmation militaire, il y a l'augmentation des dépenses militaires pour le pays à 6,5 milliards d'euros, ce qui est absolument énorme. Et donc, ça veut dire que tous les autres vont baisser. Année blanche, on est à 0. Inflation, on baisse. Mais il faut aussi donner les 6,5 milliards d'euros pour l'armement. Et donc, ça veut dire que tous les autres ministères, de quelque nature que ce soit, vont effectivement baisser. Mais ce n'est pas fini, parce que ce n'est pas suffisant. Selon Bayrou, pour être sûr que le malade, il va effectivement y passer. C'est la volonté de ne plus remplacer les fonctionnaires qui partent à la retraite. Là, on serait sur 1 sur 3, à partir de 2026. Sauf que ça, c'est pareil, c'est les méthodes Sarkozy, et on sait bien ce que ça donne. Et on vient de se dire à l'instant, par exemple, qu'il manquait 5000 postes, on va dire, éducatifs. C'est éducatif pour parler d'une façon générale. C'est bien sûr les collectivités. Cette année, alors ils ont essayé de nous gruger. Donc ils ont dit, non, les collectivités, c'est moins 5,5 milliards d'euros, ce qui est énorme en fait. Et on est allé voir l'AMF, l'Association des maires de France, et on a discuté avec eux, et on a regardé de près. En fait, ce dont parlait le gouvernement, c'était seulement ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire la subvention à caractère général que vous donnez aux collectivités. Sauf qu'évidemment, ils n'ont pas shooté que ça. Ils ont shooté un truc qui s'appelle le fonds vert. Le fonds vert, c'est ce qui permet aux collectivités de faire de l'écologie. Ils ont shooté tout ce qui permettait, toute l'aide de l'État qui permettait aux collectivités d'organiser ce qu'on appelle les temps périscolaires. Bon. Donc on voit bien qu'il y a l'impact, cette affaire-là, sur les services publics qu'on dit de proximité. Bon, je viens de parler de l'accueil, du service public d'accueil de l'enfance. Je pourrais vous parler des crèches, on veut quand même évidemment en service public, on a vu ce que donnait la privatisation, mais je pourrais vous parler tout simplement de l'aide sociale à l'enfance. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça d'abord parce que c'est important, mais aussi parce que ça dépend quasiment strictement des conseils départementaux.
Donc quand vous shootez les dotations, par exemple, aux conseils départementaux, de fait, vous allez shooter l'aide sociale à l'enfance. Et puis vous allez aussi shooter les pompiers, les SDIS. Bon. Et cette affaire-là, elle n'est pas petite. Elle n'est pas petite puisqu'on a bien vu cet été à quel point on manquait et de pompiers et de matériel. Les hélicoptères, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Et donc moi je me rappelle très bien, ça devait être en 2022 pour le budget 2023, j'avais défendu en commission des lois des amendements sur le fait d'avoir les moyens d'acheter davantage d'hélicoptères, etc. Les gros engins qui vous permettent de lutter contre le feu. Il n'y en a pas beaucoup dans le pays, ni même en Espagne, ni même au Portugal, donc on est obligé de les mutualiser. Vous avez vu ça. Et donc la Macronie, le Front National, là, tous ces gens qui sont les mêmes, ont évidemment, vous en doutez, repoussé ces amendements. Donc voilà, d'une façon assez concrète, ce qu'il en est de ce point de vue-là. Il y a un autre budget qui est très important pour l'État, c'est tout ce qui relève de la sécurité sociale, mais au sens large. La santé, les hôpitaux, par exemple. Et donc là aussi, ça va pas s'arranger. Je ne sais pas où est mon camarade, il est là. Je dois t'annoncer que ça ne va pas s'arranger, mon ami. J'en suis fort désolée, puisque c'est 5,5 milliards d'économies qui vont être faites sur l'Ondam. Sur l'Ondam, donc sur l'hôpital. Ça représente 3 fois le budget du CHU de Lille. Ça représente 10 000 postes d'infirmiers ou d'infirmières. Donc la saignée, elle est plus que concrète. Ça, c'est toute la dimension, évidemment, service public. Mais après, il y a nous, en tant qu'usagers et en tant que citoyens. Et ça, je pense que vous avez entendu un certain nombre de choses. C'est le doublement de la franchise médicale. Quand on sait que nombre de Français, quels qu'ils soient, renoncent à des soins pour des raisons d'argent, chacun comprend bien que augmenter, c'est-à-dire ce que vous allez vous devoir payer, en plus, vous allez d'autant plus renoncer aux soins. Mais ce n'est pas suffisant. Ils vont sortir plus rapidement les personnes qui bénéficient de la gratuité complète des médicaments lorsqu'ils ont une affection longue durée. Assez concrètement, ça veut dire que vous êtes en rémission de cancer, vous avez du bol, tout de suite, vous allez sortir de ce dispositif. Étant entendu, pas nous qui le disons, c'est des associations de consommateurs qu'en gros, quand on a ce type de maladie, en frais cachés, en coûts invisibles, comme vous voulez, vous en avez pour 2 000 €. C'est énorme en fait. C'est énorme quand on connaît la situation moyenne, le revenu moyen en France, le revenu médian, c'est-à-dire 50% en dessous, 50% au-dessus, c'est 2002. Et ça cache évidemment des inégalités, vous en doutez, ça n'est que le revenu médian. Ça veut donc dire que l'augmentation du temps d'urgence au Chouga, au CHU de Grenoble, risque de continuer à s'allonger, qu'on risque de continuer à avoir des personnes qui meurent aux urgences, qu'on risque d'être dans une situation où les seules urgences en Isère ouvertes jour, nuit, c'est au CHU. Alors, avec Sandrine Nosbé et les syndicalistes et les médecins mobilisés sur le sujet, on se bat pour que le CHU, n'importe quoi, l'hôpital de Voiron, ouvre la nuit, ouvre ses urgences la nuit. Mais bon, on n'a pas encore tout à fait gagné, évidemment. Avec des situations pareilles sur un plan financier, vous en doutez, ça va être bien sûr fort difficile. Je veux faire une petite incise sur un sujet qui nous paraît très important. C'est pour la première fois, depuis au moins après-guerre, on note une augmentation de la mortalité infantile. Vous vous rendez compte ? Dans notre pays, il y a un nombre d'enfants plus important qui meurent par rapport à il y a 10 ans, il y a 20 ans, peu importe. Mais effectivement, c'est quelque chose qui ne peut pas être acceptable. Et sans doute, faut-il mettre ça en rapport avec tout ce que j'ai dit sur l'hôpital, mais aussi avec le fait que depuis 1975, 56% des maternités ont été fermées. Alors on nous raconte des machins, on nous dit oui, mais il y a des niveaux de sécurité, les maternités 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas. Mais évidemment, si vous retirez des services à l'intérieur de votre maternité, forcément les conditions de sécurité y baissent et de fait, vous avez la route libre pour les fermer. La situation des services publics, la situation en tant qu'usager, particulièrement dans la relation à la santé, et la situation dans le pays où on a vu le nombre de pauvres augmenter considérablement, en particulier depuis Macron,
puisque depuis Macron, c'est 1 100 000 personnes pauvres qui ont augmenté depuis le début de son mandat. Hop, on met ça en relation avec ce que j'ai dit au début sur les pauvres, dans un contexte où... Salut, comment ça va? Merci. Dans un contexte où on a observé l'année dernière 66 000 défaillances d'entreprises avec tous les plans sociaux qui vont avec. Et vous vous rappelez la réunion qu'on avait faite à la Villeneuve avec Éric Coquerel qui était venu nous expliquer tout ça de fort bonne manière. C'est ça la saignée. Et c'est ça qui fait que on risque plutôt de faire crever le malade qu'effectivement le soigner. Regardons les recettes. Et parlons de la taxe Zuckman, parce que tout le monde en parle. C'est peut-être pas la panacée universelle, mais ça n'a pas d'importance en soi. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à faire déplacer le sujet. On ne parle plus seulement de baisser les dépenses, de geler les pensions, l'âge, le RSA, nanana, mais tout d'un coup on se dit, ah mais au fait, il y en a quand même qui ont des ronds. Et si on allait voir de ce côté-là? Et la meilleure preuve qu'on doit taper quand même quelque chose d'un peu juste, c'est la réaction du patronat et des grands patrons, qui non seulement sont tous vent debout contre ce machin-là, jusqu'à quel point qu'ils vont organiser un rassemblement. Moi, je ne vous cache pas que j'ai hâte de voir ça, parce que je pense quand même que pour le coup, même si tout n'est pas facile, on va quand même vraiment se marrer, ils vont faire des pancartes, ils vont demander à leurs domestiques de faire des pancartes, enfin bon, bref. Vous voyez tout ce qu'on peut imaginer de rigolo. En tout cas, ça a déplacé le débat public sur la question des recettes. Et ça, c'est évidemment fondamental. Il ne faut pas écouter toutes les bêtises qu'on nous raconte, parce qu'évidemment, il y a des tas d'experts, experts de tout, experts de rien, qui disent que c'est la catastrophe. Un peu comme quand Mitterrand a été élu et que les chars russes arrivaient. Enfin, bon, c'est des vieilles références, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour les plus jeunes. Mais c'est un peu ça, quoi, l'esprit. Et donc, l'idée, c'est de dire quoi? L'idée, c'est de dire que à partir d'un certain niveau de patrimoine, tout confondu, y compris patrimoine professionnel, donc 100 millions d'euros. C'est même pas imaginable, 100 millions d'euros. Enfin, moi, je ne comprends même pas ce que cela peut représenter pour un individu, d'accord? Donc 100 millions d'euros, ça va, hein, t'as le temps de voir. On vérifie quel est le taux d'imposition de cette personne en pourcentage par rapport aux 100 millions d'euros. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il paye 0,5% par exemple, 0,7%. Donc l'idée c'est de dire, tu as 100 millions d'euros de patrimoine tout confondu, y compris professionnel, on va quand même regarder pour te taxer jusqu'à 2%, quoi. Hein, c'est pas un truc qui paraît absolument scandaleux. L'OFCE, qui a un machin d'expert, qui est attaché au Premier ministre, enfin à Matignon, donc c'est pas des gauchistes, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Ils disent, oui, tout à fait, ça peut fonctionner. Et les mecs, ils vont pas se barrer, d'accord? Et y compris, non seulement ils vont pas se barrer, mais si c'est nous, ils vont se faire rattraper par la patrouille, parce que de toute façon, même s'ils partent, pendant 5 ans, il faudra qu'ils payent. Et puis de toute façon, si c'est nous, à partir du moment où tu es bébert, et que tu es français, même si tu vas faire ta production je sais pas où, comme tu es français, va bien falloir quand même que tu payes ici, même si tu gagnes ailleurs. Les Américains, ils le font. Hein. Bon, il n'y a rien de là aussi. Il n'y a rien de révolutionnaire. Bref, cette affaire donc de taxe Zuckman, qui encore une fois n'est pas la panacée universelle, mais dit quand même quelque chose qui se met en place dans la tête des citoyens et qui se disent que là maintenant ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible que certains, très peu finalement, étant, ça fait 1800 foyers fiscaux, ça représente 4000 personnes dans le pays. Mais 65 millions, ça va quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça rapporterait entre 15 et 20 milliards d'euros. Donc Bayrou, là, qu'on a mis dehors et qu'on a bien fait une mesure d'intérêt général, lui, il parlait de 44 milliards. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on met les choses en rapport, on se dit que quand même, ça vaudrait bien le coup, de maintenir cela. Alors, astuce, parce qu'il y a toujours des astuces, y compris portées par les socialistes. Je ne sais pas pourquoi je parle autant d'eux. Hein. Je ne sais pas s'ils méritent tant ça. C'est de dire, oui, mais bon, on va sortir les biens professionnels. Et oui, mais non. Parce que moi, je ne parle pas de PME, là. Je ne parle pas d'artisans. Je ne parle pas, des scies, des marteaux et des clous. Ce n'est pas de ça dont je parle. On parle évidemment, vous l'avez compris, des actions. Ce qui cache dans les holdings. Donc, si vous commencez à sortir les biens professionnels, votre machin, il ne veut plus rien dire. Et ça n'a plus de sens que d'imaginer cette taxe Zuckman. D'accord? Donc, il ne faut pas se laisser avoir. Et par ailleurs,
c'est le respect d'un principe, qui est un principe qui est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui dit que chacun doit contribuer en fonction de ce qu'il a. Donc, si tu as plus de 100 millions d'euros, bah, tu peux donner 2%. Hein? Et puis, c'est pas... Parce que ça aussi, nous arrive. Ils disent, oui, mais alors... donc, après, la personne, elle va avoir 100 millions moins 2%, puis après... moins... Enfin, oui, mais non, pas du tout. Tout ça, c'est de l'actif. Tout ça, ça leur rapporte des ronds. Hein, c'est pas des bijoux de famille cachés ou pas déclarés dans un tiroir. On est d'accord, c'est pas la panacée universelle. On est d'accord, c'est pas notre vision de la fiscalité en tant que telle. Nous, on est pour 14 tranches d'impôt sur le revenu, un impôt réellement progressif, un montant à partir duquel on prend tout, par exemple. D'accord? On est évidemment pour une taxation claire des richesses qui sont produites par les Français, où qu'ils soient. C'est ce que je disais tout à l'heure, comme les Américains. Et d'ailleurs, si je reviens sur mon affaire de taxe Zuckman, excusez-moi, le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée l'a proposé en février 2025 dans le cadre de sa niche. Donc la niche d'un groupe, c'est la journée. C'est comme Cendrillon, hein. À minuit, le carrosse il se transforme en citrouille. Donc vous avez une journée, 9h, 13h, 15h, 20h, 20h, minuit, où vous pouvez faire des propositions de loi qui émanent d'un groupe. Donc nous, on a proposé la taxe Zuckman, 50% des députés l'ont voté. Donc ça veut dire que finalement, l'Assemblée nationale et les députés, alors peut-être certains un peu, comme on dit, le pétard sur la tempe, mais ils l'avaient voté. Puis après, bah, évidemment, vous en doutez, ça a été démonté par les sénateurs. Mais vous allez voir, ils servent à quelque chose, les sénateurs, malgré tout. Donc, bref, c'est pas forcément notre vision de la fiscalité, mais il n'empêche qu'en attendant, ça décale le débat public, et ça, bien sûr, c'est très important. Et puis, il y a un éléphant dans la pièce. Je ne sais pas qui veut jouer le rôle de l'éléphant ce soir. Il y a 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises. Alors ça, c'est quand même dingue. Et ça prouve que les sénateurs servent à quelque chose. Et en même temps, c'est très inquiétant sur un plan démocratique. Je m'explique. Les sénateurs ont dû mener une commission d'enquête pour pouvoir savoir quel était le montant des aides aux entreprises. Vous vous rendez compte? Moi, je suis un peu bébête comme fille, vous voyez. Je me dis, bah, t'appelles Bercy. Bon, puis tu dis à Bercy, bah alors, combien tu donnes aux entreprises? Eh ben non, parce que c'est un chiffre caché. C'est un chiffre complexe, ça je veux bien l'admettre, parce que dans les 211 milliards d'euros, il y a des choses diverses. Mais il n'empêche qu'en attendant, il a fallu qu'il y ait une commission d'enquête des sénateurs pour qu'on puisse comprendre ce qu'il en est. 211 milliards d'euros, ce qui est absolument énorme. Et des journalistes là ont sorti un bouquin, et eux, ils parlent plutôt de 260 milliards d'euros. On ne va pas rentrer dans tous les chiffres, mais les journalistes, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté les aides aux entreprises des collectivités. Parce qu'il y a des régions, suivez Montréal, qui donnent beaucoup d'argent, en fait, aux entreprises. Et comme l'État, sans contrepartie, sans contrôle, etc., etc. Donc, c'est sans doute ce qui explique cet écart. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure que 100 millions d'euros, on ne savait pas ce que c'était, 211 milliards, c'est encore plus difficile de se représenter. Donc, je vais vous donner quelques éléments pour que vous ayez un ordre d'idée. Savez-vous à combien s'élève le budget de l'Assemblée nationale? Tu le sais, toi? Le budget de l'Assemblée nationale, c'est 65 milliards. D'accord? C'est 54 milliards pour l'UNEDIC, allocation chômage. 54. OK. Fois 4. C'est pour le RSA, pour aider les pauvres, là, les feignants. Là. Moi, je crois plutôt que les feignants, c'est les actionnaires, en fait. C'est eux qui font néant. C'est des feignants. Ils ne font rien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc le RSA, c'est 12 milliards d'euros. Et l'AME, donc ça, c'est l'aide médicale pour les étrangers quand ils arrivent dans le pays. C'est quand même normal, d'abord, sur un plan humain tout court, qu'on leur vienne en aide et qu'on les soigne. Et puis, même si on était abrutis et égoïstes, même pour nous, c'est quand même mieux. D'accord? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Espagne, je crois en 2013, avait supprimé l'équivalent de l'AME et l'a remise en place en 2018, parce que ça ne tient pas ce truc-là. Bref, c'est donc 1,2 milliard. 1,2 milliard pour soigner les personnes qui viennent dans notre pays, souvent exilées dans des conditions catastrophiques. 211 milliards qu'on donne aux entreprises.
Ça représente 2200 dispositifs, 2 tiers de subvention. Donc 2 tiers de subvention, une subvention, je te l'ai donné, hein. C'est quand même ça que ça veut dire, c'est pas des prêts, hein. Même des prêts à taux zéro, c'est des subventions. Bien, puis là-dedans, il y a le fameux crédit impôt recherche, qui en soi est un hold-up absolu. Je pense que vous avez vu des trucs là-dessus. Le crédit impôt recherche, c'est Hollande. Oh, je reparle encore du socialiste. Ah non, il n'est plus vraiment lui. Bon, allez. Donc, si on regarde par rapport à tout ça, qui en a bénéficié et quel est le comportement de ces boîtes? Bah, évidemment, on va penser à Auchan. Auchan, il licencie 2400 personnes. C'est énorme. Et entre 2013 et 2023, ils ont eu 636 millions d'aides fiscales et ils ont eu 1,3 milliard d'allègements de cotisations sociales. Pas mal, hein? Rapporté aux emplois supprimés, ça serait intéressant. Alors j'ai regardé ST Microélectronique parce qu'ils sont près de chez nous. Pas que, mais aussi. Alors, eux, c'est 1000 postes en moins sur 11 500. En France, ST Microélectronique, c'est 11 500 personnes. Ils en virent 1000. C'est un pourcentage, hein, d'accord? Vous faites les calculs. Ils ont eu 487 millions d'aides et ils ont filé, parce qu'il ne faut pas oublier l'effet néant, ils ont donné 212 millions de dividendes en 2023. Voilà. Bon, la démonstration est simple, c'est vrai, mais n'empêche qu'en attendant, elle est extrêmement juste. Alors, pourquoi faire finalement? Et je disais au début que les histoires de budget d'une nation, c'est ce qui dit où sont les priorités et ce qu'on veut faire. Donc nous, notre formule, c'est qu'on gouverne en fonction des besoins. Des besoins des personnes et bien évidemment, vous en doutez, des besoins de l'écosystème. La question de la planification écologique fait partie du cœur du programme de la France insoumise. Et évidemment, le budget doit pouvoir montrer tout ça. Donc si on avait à faire un contre-budget, la première chose, c'est qu'on récupère les 75 milliards de recettes qui nous manquent chaque année. Premier truc. C'est pas compliqué, hein. Vous votez une loi de finances. Il n'y a pas besoin de sortir dans la rue, de mettre le feu à la maison, de casser la vaisselle. Vous votez votre loi de finances avec ces recettes-là. Évidemment, le soutien aux services publics, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Santé, école en particulier, mais aussi évidemment les collectivités locales. Parce que non seulement on leur a piqué 7,5 ou 8 milliards l'année dernière, enfin sur cet exercice, mais ils ont l'intention de leur en piquer encore 8. Ça ne peut pas marcher. C'est très compliqué, surtout si vous êtes des élus un peu les deux pieds dans le même sabot, vous voyez ce que je veux dire, à attendre que ça tombe un peu plus dans le bec. C'est pas possible. À minima, il faut des élus de combat pour pouvoir se mobiliser contre cette austérité. C'est évidemment de l'investissement massif dans tous les domaines de l'écologie, quel qu'il soit, que ce soit en matière d'énergie, que ce soit en matière de transport, que ce soit en matière d'innovation, parce que là, le champ, il est extraordinaire. L'humanité a vraiment des pans entiers à pouvoir conquérir de ce point de vue-là, du point de vue de la préservation de la biodiversité, du point de vue de la préservation de nos océans. Enfin, tout ça, c'est des choses qui font que demain, si nous n'agissons pas, il n'y aura plus. Il n'y a qu'une seule planète pour les êtres humains. Et que ce qui se joue là, c'est quand même l'avenir de l'humanité et pas l'avenir de 3 zouzous là, qui font je sais pas quoi et qui s'en mettent plein les poches. C'est la reconquête de la souveraineté, industrielle en particulier. Pourquoi on s'est tant battu pour Vancorex, par exemple? On s'est battu pour Vancorex pour les emplois, mais on s'est battu pour ce qu'ils produisaient. Et force est de constater qu'on a besoin d'eux pour les centrales nucléaires, par exemple. Nous, on est contre, mais on ne va pas faire qu'elles ne puissent plus fonctionner et qu'elles explosent. Enfin, c'est très très dangereux, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire par là. Bon, c'est aussi des éléments sur la défense, on peut le dire. Bref, en tout cas, reconquérir notre souveraineté industrielle, ça veut dire avoir la capacité à produire en France ce dont on a besoin. Et si je parle de l'industrie, c'est évidemment la base. La chimie, le ciment, par exemple, des choses qui sont indispensables, quasiment le métal, à l'ensemble métal. ArcelorMittal, c'est pareil, j'aurais pu vous les citer là à l'instant. Tout ce qui se sont foutus dans les poches et les plans de licenciement qui font de surcroît dans des régions qui sont déjà très en difficulté. Bref, et puis puisqu'on parlait de santé à l'instant, c'est aussi la capacité que l'on a à produire des médicaments. Aujourd'hui, la France ne produit plus d'aspirine. D'aspirine, vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est plus la saignée là, c'est... Bon, je dis pas quoi.
Bien, donc la reconquête de la souveraineté industrielle et même au-delà pour avoir la capacité à produire ce dont on a besoin, tout simplement, pour pouvoir avancer. C'est l'augmentation des salaires, à commencer par le SMIC, ça tombe bien, puisque les salaires, on va dire, pour aller vite, c'est la réglementation qui régit son augmentation. Et quand vous augmentez le SMIC, vous tirez tous les autres salaires, forcément, vers le haut. Et contrairement à ce qu'on nous raconte, ce qui fait la croissance, c'est quoi? C'est la consommation populaire à 54%. Donc plus vous serrez la ceinture, vous faites se serrer la ceinture aux gens, moins ils ont la capacité de toute façon de consommer. Alors nous, et puis encore moins de bien consommer. Hein, on dit aux gens, oui, alors attention, faut pas acheter de la bouffe comme ci, de la bouffe comme ça, faut acheter du bio, patati patata. Nous on veut bien, mais si vous n'avez pas les sous, vous pouvez pas. Bon. Donc on voit bien à quel point cette affaire de salaire et de consommation est absolument, évidemment majeure. Bon, je m'arrête là. Je pense que vous avez vu à peu près comment les choses se dessineraient avec nous. Quand même, j'ouvre une petite parenthèse, parce que ça a fait débat un petit peu entre nous, sur cette affaire de propriété. Quel est le rapport que nous pourrions avoir à la propriété? Alors c'est un sujet en soi, mais regardez, je reviens à mon histoire de taxe Zuckman. On nous dit souvent, oui, mais alors vraiment, c'est confiscatoire, c'est anormal, c'est très dangereux, parce qu'il y a une boîte, une start-up, qui s'appelle Mistral IA, c'est pas notre beau quartier, c'est autre chose, malheureusement, et donc, eux, ils ont une richesse qui est une richesse potentielle, c'est-à-dire qu'ils ont, leur richesse, elle est traduite en action. Moi, on propose une chose fort simple. On prend des actions. Ils vont payer leurs impôts en actions. Et nous, l'État, on aura leurs actions. Bon, et puis après, on verra. Soit on les gardera, parce qu'on aura un intérêt stratégique à les garder et à agir sur les modalités de production, par exemple, ou alors on les vendra aux salariés. Vous voyez? Parce qu'il y a tout ça aussi qu'il va falloir penser. Y compris, je reviens à Vancorex, nous, qu'est-ce qu'on a soutenu en bout de course comme priorité pour Vancorex? La nationalisation pour préparer la reprise par les salariés. Et c'était parfaitement possible. Sauf que le ministre de l'Industrie, Ferracci, qui est le plus grand des menteurs qui soit, il n'a jamais voulu tenir ses engagements et dire 1 euro, vous vous rappelez, il avait dit 1 euro privé, 1 euro public. 1 euro donc apporté par les salariés, par les contrats qu'ils étaient allés chercher et qui donnaient de l'avenir à Vancorex, et donc 1 euro d'argent public. Sauf qu'il n'a jamais voulu lâcher cet argent public. Donc, cette question-là, elle est aussi évidemment à travailler et à poser. Et même si elle n'est pas épuisée, la question du rapport à la propriété, c'est quand même forcément, évidemment, un vrai sujet. Bon, voilà où on en est. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, on se dit où on en est là maintenant. Donc, Bayrou, dégagé, ça c'est une bonne chose. Sauf qu'évidemment, Macron en a trouvé un autre, donc le Cornu, bon, qui vaut pas mieux, mais en plus c'est un méga réac, comme Macron, vous allez me dire, hein, homophobe, bref, un macroniste, quoi. Et donc il est allé nous chercher le Cornu qui essaye de regarder comment il peut s'arranger derrière le rideau avec les uns et les autres pour rester. Nous, je vous le dis, on va tout faire pour qu'il parte, et le plus vite possible, par tous les moyens possibles. On va d'abord déposer une motion qui est en quelque sorte une motion de censure, mais qui ne porte pas sur le budget, qui est une motion qui dit dégage, quoi, en gros. Bon. Donc on va la déposer début octobre. Puis on verra qui la votera pas. Celui qui la vote et celui qui ne la vote pas, il prend des responsabilités, particulièrement celui qui ne la vote pas. Celui qui ne la vote pas, il dit reste. Sinon, il la voterait. Bon. Ensuite, on va entrer en phase d'analyse et d'examen budgétaire. Nous, on va faire le job, on le fait toujours. On le fait toujours, quoi qu'il arrive, on y passe nos jours, nos nuits, on le fait. Et puis, on verra bien ce qui se passe, mais en tout état de cause, là, à ce moment-là, on va déposer une motion de censure. On verra qui vote pas. Et qui ne vote pas prendra évidemment ses responsabilités.
Et vous comprenez que nous, on ne va pas se faire attraper avec une fausse taxe Zuckman, où il n'y a pas les biens professionnels, je ne sais pas quoi, des demi-profs, des moitiés d'infirmières. Ça ne marchera pas, ça, avec nous. Et en parallèle, nous avons relancé la motion de destitution du président de la République. Donc c'est une procédure qui doit passer un certain nombre d'étapes, qui la dernière fois avait été bloquée au bureau de l'Assemblée par la maire Le Pen. On a bien compris aussi où se situaient les racistes et quels intérêts dans la société ils défendaient. Et on va bien voir ce que ça donne. Voilà. Nous, on a l'intime conviction que aujourd'hui, le système est bloqué. Ça, effectivement, il est bloqué. Et que la seule manière de le débloquer, c'est que Macron s'en aille et qu'on puisse revoter tous ensemble et décider de ce qu'on veut pour nous et pour le pays. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas, des questions, des remarques, des contributions, des propositions, peu importe. Oui. Il y a trois affiliations, je trouve qu'elles sont très bien placées. Au milieu, il y a le sujet de ton exposé. Puis, il y a les deux conditions nécessaires. C'est ça. Qui sont les affiches. Exactement. Non, mais je les ai, les affiches. On doit les dégager pour pouvoir faire ce que tu as. Exactement. C'est indispensable. Mais moi, je pense qu'on va y arriver. Parce que c'est pas tenable, c'est pas possible. Bon. On disait parfois, cette expression, c'était le haut ne peut plus et le bas ne veut plus. Vous voyez? Et c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes. Donc, je pense que si on se prend bien avec un mouvement social qui, de surcroît, est très combatif. On l'a vu le 10, on l'a vu le 18. On ne fera pas de commentaires sur les syndicats, il n'y a pas à en faire. Mais on sent bien que ça bouge et on sent bien que d'une manière assez spontanée, les gens sont dans la rue et ils sont prêts à bloquer. Enfin, on était tous, je pense pour beaucoup, dans ces mouvements de blocage, dans ces AG absolument incroyables. Il y a des milliers de personnes, moi j'ai vu ça, des milliers de personnes à la nôtre vitesse, ça écoute, ça discute. Bon, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et toutes ces personnes qui sont là, qui sont mobilisées, qui ont l'énergie, elles sont d'accord avec nous et elles ne veulent plus de Macron, quoi, avec tout ce qu'il représente. C'est l'autre condition, c'est un peuple mobilisé, comme on dit. Mais, oui. Moi, je suis un peu découragé parce que je crois que tant qu'on a les médias qu'on a, on a beau avoir raison, on a beau avoir des effets comme dites exceptionnels et tout ça, mais c'est pas pris en compte par les médias. Et donc, la majorité des gens qui vont voter ne sont pas au courant, ne sont pas informés. Et je ne vois pas comment on peut sortir de ça, quand c'est piégé par l'achat des médias, par ces forces-là. Et je ne vois pas comment on peut s'en sortir. C'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement les médias, particulièrement les chaînes d'information en continu, tous ces trucs-là, sont détenus par les milliardaires, par Bolloré en particulier, donc c'est normal. Au travers de l'information, ils défendent leurs propres intérêts. Pas CNews, c'est caricatural. Ouais. Mais même des médias qui se Mainstream. présentent comme modérés. Tout à fait, exactement. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Nos bras, nos têtes, nos jambes, c'est ce qui nous reste. Alors, si je parle de la France insoumise, on a déployé des moyens que moi je juge pour nous très importants pour développer des médias alternatifs. Donc, notre télévision, si l'on va ensemble dans les locaux de la France insoumise à Paris, il y a un plateau de télévision avec des techniciens et tout, c'est super impressionnant. Donc, il y a tous ces médias alternatifs, qu'on pourrait dire alternatifs, et puis il y a nous. Et aller discuter et faire ces réunions et pas perdre courage. Et c'est comme ça. L'avenir, il reposera sur nous parce que, comme vous l'avez dit, personne ne va nous aider. Et personne ne va le faire en quelque sorte à notre place. Bon, après, sincèrement, il y a eu d'autres moments dans l'histoire, y compris du pays, où c'était plus difficile, où tendanciellement on risquait davantage notre peau. Il y a des gens dans le pays qui, évidemment, risquent leur peau. Ça, c'est clair, en fonction de leur couleur de peau, d'ailleurs. Mais globalement, on est quand même un certain nombre à avoir encore aujourd'hui la capacité à s'exprimer, etc. Et moi, je pense que ça passera par là. C'est comme ça, c'est un état de l'art, quoi, en quelque sorte, et un état du rapport de force.
Mais peut-être qu'en tapant et en taxant comme il faudrait, enfin, il y a peut-être aussi des choses qui vont bouger. Tout est un peu lié quand même. Oui. Deux sujets à aborder. Oui. Dans les campagnes, pour les paysans, la question des prix qu'on avait développés, des prix garantis. Ouais, bloqués. Ouais. Parce que là, il y a plein de paysans qui sont au bord de la rupture, et c'est pas la FNSEA qui va les défendre, avec les betteraviers qui vont investir en Brésil, tout ça. Mais à la base, des petits paysans, et l'âge de la retraite. Parce que beaucoup arrivent à cet âge-là et se posent la question de comment ils continuent, comment leurs enfants continuent, etc. Donc, ils sont très intéressés par la question de la retraite, de l'abrogation de la réforme de la retraite. Je crois que au départ, on a proposé 62 ans, parce que je ne suis pas sûr. Non, on a son retour à 60 ans. Oui. Voilà. Tout à fait. Alors, ce qui est soulevé là est, à mon avis, très important parce qu'on est au cœur de la contradiction. Vous savez, il y avait l'affaire de la loi du plomb et l'interdiction d'un certain nombre de pesticides qui sont particulièrement dangereux pour nous en tant que consommateurs, mais aussi pour les producteurs. Bon. Et comme les prix ne sont pas garantis, et comme la concurrence joue à toutes les échelles, ben, les agriculteurs ont du mal à être d'accord avec nous, puisqu'ils ont le sentiment que ben, nous, on va les empêcher de produire dans des conditions que eux jugent sécures en termes de rendement, hein, évidemment de la production. Je ne parle pas de leur santé et de notre santé en tant que consommateur. Donc ça, il faut y répondre. Et il faut dénouer le nœud là. Il y a deux façons de le faire. D'abord, effectivement, c'est garantir des prix qui permettent de la rémunération et augmenter les salaires de tout le monde, parce qu'après, il faut quand même pouvoir payer, acheter. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle, nous, le protectionnisme solidaire, qui devrait se jouer à l'échelle européenne. L'Europe devrait dire qu'elle protège ses propres producteurs, y compris parce que la production européenne serait, à condition d'un certain nombre de lois, de directives, serait effectivement vertueuse. Donc on a les deux, il faut qu'on tienne les deux bouts du truc, quoi. À la fois la question des prix garantis et de l'augmentation des salaires, mais aussi la question du protectionnisme solidaire, parce que ça n'existe pas de pouvoir s'en sortir si on est toutes les fenêtres ouvertes. Ouais. Non, il n'y a pas forcément besoin d'une augmentation de salaire qui compense l'augmentation du prix des agriculteurs. Quand vous allez en grande surface, sur 100 euros, c'est 6 euros qui vont Oui, c'est vrai. Si les 94 euros de grande distribution, ils fondaient un peu comme des jeux de soleil, je pense que c'est aller un peu. Vous avez raison. Voilà. Vous avez raison. Par contre, mettre un gonfrage limite des grandes surfaces, ah oui, ça marche. Tout à fait. Oui. Ça a été demandé par la conf. Oui. Confédération paysanne qui a gagné les élections, je crois, en Ardèche. Et ça veut dire que le capitalisme agricole ou le libéralisme agricole est en train de reculer. Donc ça, c'est pareil, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais oui, effectivement, sur toutes les questions, y compris le pouvoir d'achat tout court, il faudrait regarder du côté des grands groupes. Et puis, on a dit tout à l'heure, hein, Auchan, c'est ça, hein, Auchan, c'est des supermarchés. Et on a bien vu, y compris quelle logique ils ont d'accumulation, et les salariés deviennent une variable d'ajustement. C'est pour ça qu'ils en mettent des milliers dehors. Oui. Non, juste pour revenir sur les médias, sur ce que je voulais dire, mais je pense qu'il faudra être découragé par ça, parce qu'il n'y a aucune période historique où une gauche de rupture a eu le soutien des médias. Je veux dire, ça n'a jamais existé, et pourtant on a quand même réussi à plusieurs moments, pour plusieurs raisons. D'abord par la force militante, et deuxièmement parce que les médias sont au moins autant détestés que les politiques. Je dis au moins autant parce qu'en réalité c'est peut-être plus par certains. Deuxième remarque sur la dette. Pareil, je pense qu'il ne faut pas se laisser impressionner parce qu'en fait la dette, ce qui est ironique, c'est que ceux qui critiquent le plus l'endettement sont ceux qui ont mis en place les conditions pour qu'ils soient produits, et pas parce qu'ils sont incompétents. Ils sont incompétents, mais aussi parce que le capital financier a tout intérêt à ce qu'il y ait une dette, parce que ça nourrit la spéculation, et deuxièmement, ça fait un jeu de pression politique, puisqu'en gros taisez-vous parce que sinon vous serez ruinés, vos enfants avec, et les grenouilles et les autres. Donc par rapport à ça, il y a des leviers. Je ne sais pas si c'est la question, mais est-ce que l'AFI mobilise ce levier-là? C'est tout simplement, alors il y a une audit citoyen du public sur la dette. Oui. Voilà. Et deuxièmement,
la question d'arrêter de contraindre les États à se financer sur les marchés financiers, parce que si on coupe le problème là, en fait, la question ne se pose plus. Et une dernière question, c'est plus stratégique, c'est par rapport au rapport avec le Parti Socialiste. Comment avoir une stratégie dans le budget qui ne leur laisse pas la possibilité d'avoir une confusion avec eux. Parce que je pense qu'ils vont être suffisamment malins pour essayer de reprendre des éléments de discours qui sont les nôtres, alors, sans aller au bout de nos propositions, mais justement d'en mettre le flou dans les mesures techniques. Par exemple, comme si sur la taxe Zuckman, en disant oui, la taxe Zuckman, mais pas les biens professionnels. Pas les biens professionnels. Et on est capable de dire où est l'arnaque. Le problème, c'est quand on a des détails techniques qui vite rendent le discours très vite assez flou et inaudible. Donc, comment arriver à maintenir un rapport stratégique avec tout ça? Ouais, j'espère que c'était pas trop inaudible quand même ce que j'ai dit. Non, ça, c'est un aspect qui me paraît assez simple. En fait, par rapport au Parti Socialiste, puisqu'on parle d'eux, ils ont une contre-proposition budgétaire. Ils en ont fait une. Et il faut qu'on la regarde. Et c'est là qu'on a vu qu'il n'y avait plus d'ISF. C'est là qu'on a vu que sur l'affaire de la taxe Zuckman, ils retiraient les biens professionnels. Donc, de toute façon, nous, ce qu'on perçoit, c'est une logique moins-disante qui rendra quand même un peu plus difficile, même si nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde vote nos machins, hein, évidemment, sinon on n'irait pas s'embêter des heures et des heures, jour et nuit là-haut, bien évidemment. Mais ça va se voir, quoi, d'une certaine manière, et puis c'est à nous aussi d'expliquer. La question, c'est pas de dire que le Parti Socialiste, ça serait nos ennemis, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que ce qu'ils ont fait, là, quand Faure est allé se proposer comme Premier ministre, ils ont la puissance qu'ils ont, faut relativiser, mais d'une certaine manière, ils ont flingué la stratégie du Nouveau Front Populaire. Parce que le Nouveau Front Populaire, en 2024, avait cette candidate, Lucie Castet, très bien, et cette candidate, Lucie Castet, elle s'appuyait sur le programme du Nouveau Front Populaire et sur la force des députés du Nouveau Front Populaire là-dedans. C'était clair. Bon, je ne dis pas que c'était facile, mais c'était clair. Là, ils n'ont pas du tout fait ça. Ils ont consulté personne, évidemment, parce qu'ils avaient consulté, ce ne serait pas passé comme ça. Et quand Faure se propose comme Premier ministre, il se propose non pas comme Premier ministre de cohabitation, d'opposition, ce que vous voulez, il se propose comme Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et c'est la raison pour laquelle ils sont moins-disants. Et quand l'autre, il va voir Macron, quand Faure, il va voir Macron, en fait, ce qu'il lui dit, bah écoute, sur la base de ce que je te propose, moi, j'ai une capacité à les négocier. Pas avec nous. Puis même les écolos, ça va être compliqué. On va y revenir. Et donc, évidemment, avec la droite en particulier, avec qui, comment voulez-vous avoir le nombre suffisant de députés pour voter le budget? Ça ne peut passer que par un accord avec la droite. Donc, ils ont complètement dédié toute la logique du Front populaire. À mon sens, ils ont fait une erreur assez majeure. Et nous, ce qu'on a utilisé comme signal, c'est l'affaire de la signature de la motion de destitution, où il y a quelques socialos qui l'ont signé, et à peu près la moitié des écolos. Pour nous, c'est une ligne de démarcation. Nous avons besoin de vérifier qui veut faire quoi et qui est convaincu par l'idée selon laquelle il faut des présidentielles anticipées, tout ça. Vas-y. Tu vas faire une remarque, et c'est on dira ce que tu en penses. Tu as dit en haut, ils ne peuvent plus, parce qu'ils n'y arrivent plus. En bas, on ne veut plus. D'après ce que j'ai cru comprendre dans cette citation, il y a un troisième facteur, c'est le facteur subjectif, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est capable de dire maintenant ça suffit. C'est ce qu'on essaie de faire. Moi, je préfère dire peuple mobilisé, mais oui, je vois bien. Oui. Non. Oui, je vois pas bien. Le peuple mobilisé, pour moi, pour peuple mobilisé, c'est en bas, on ne veut plus. C'est le peuple mobilisé qui. Mais à un moment donné, il y a une décision politique qui est prise de dire, c'est ce qu'on essaie de faire, par exemple, par la motion de censure, il y a une décision politique qui est prise de dire, maintenant, c'est fini, là, vous arrêtez de voilà. Et le quatrième truc, c'est que dans les situations où il va y avoir une rupture, un vrai changement d'orientation, où ça va vraiment dégager tout ça, en général, c'est lié à la question dont on n'a pas parlé encore, mais qui est liée directement au budget, tu l'as évoqué, c'est la question de la guerre. Aux États-Unis, en ce moment, ils sont en train de rompre avec le Parti démocrate parce que même depuis Obama, ils ont dit d'accord pour la guerre. Et génocide Joe et tout ça. Aux États-Unis, en Angleterre, au Royaume-Uni, Starmer, là, il a dit d'accord, génocidez-moi tout ça. Et Corbyn et compagnie, je ne sais plus comment ça s'appelle, la camarade de la guerre,
déjà là. Oui. Mais elle a su s'enorgueillir de ne pas accepter le génocide, ni les autres guerres. Et bien sûr qu'il y a des questions particulières sur la Palestine. Et donc cette question, il faut qu'on la mette au centre, parce qu'elle va se poser et elle va supplanter, à mon sens, toutes les questions politiques. C'est-à-dire, c'est qui va être d'accord de faire la guerre et qui va dire non. Et jusque-là, la France insoumise, elle a l'honneur absolu d'être la seule force politique à dire non. J'ai insisté plus là-dessus comme facteur éventuellement, parce qu'après, il faudra évidemment les médias. Comme à la guerre, il va falloir reprendre le contrôle des médias et tout ça. Mais à un moment donné, c'est qui va être d'accord pour dire on ne fait pas la guerre. Et à l'échelle internationale, j'en profite pour faire un peu de publicité pour la conférence de ce week-end. Il va y avoir, va se tenir à Paris, une conférence internationale avec les Américains du DSA, des mecs. Parce qu'il paraît quand même que j'ai vu aux États-Unis ce qui se passe avec la classe ouvrière, apparemment, ça existe quand même. Oui. J'ai l'impression. Et les dockers de Gênes, tout ça, ceux qui refusent de mettre les pièces dans les... Tout ça existe, et tout ça est en train de se discuter. Il va y avoir une conférence après, et il y a un meeting dimanche. Je sais qu'il y en a certains dans la salle qui vont. Dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est le dimanche 5 octobre. Voilà. Donc, c'est un élément de la discussion, mais pour moi, la discussion, elle est vraiment centrée sur cette question, et les budgets aussi de guerre, voilà, c'est le lien est direct. Ben oui, c'est la loi de programmation militaire avec les plus 6,5 milliards. Et par ailleurs, si on est sur ce sujet, la France est très très marchande de canons. Et je dis souvent que l'aide qu'elle apporte à l'Arménie, c'est de leur vendre des armes, ce qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens d'abord parce que de toute façon le rapport de force avec l'Azerbaïdjan est tel que tu peux leur vendre tous les canons que tu veux, hein, et que de toute façon, c'est pas ça la solution. La solution, elle est diplomatique. La solution, elle se joue, par exemple, dans une conférence des frontières, dans toute cette zone, pour que chacun puisse reprendre son intégrité, sa souveraineté, etc. Mais oui, puis de toute façon, écoute, tu sais bien que quand ça va très mal, on va faire la guerre, et puis comme ça, on réapparaît comme un grand chef. Enfin, tout ça, ça existe quand même. C'est pas juste... oui, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est la raison pour laquelle on a voté contre la loi de programmation militaire. Et je pense qu'on a eu raison. Ouais, Pascal. Il y a un mot là que j'ai remarqué en ce moment qui a un gros succès, c'est le mot rupture. Tout le monde parle de rupture. Le Premier ministre, aujourd'hui, qui dit on va faire une rupture. Bon. Sa grande rupture, c'est la continuité, enfin tout ce que tu as dit. Oui, tout à fait. Fort, le PS, parle de rupture. Et j'ai lu un truc rigolo, c'est que dans le budget Bayrou, il parlait de 44 milliards d'économies. Oui. Et dans le contre-projet du PS, il parle 24. de 22 milliards d'efforts. Ouais, ils sont Ils marrants. emploient le mot effort. Ouais, ils sont marrants. Là, c'est la rupture. Là. Et la rupture de Marine Le Pen. Elle aussi, elle parle de rupture. Attal, elle parle de rupture. Et c'est quand même extrême. Marine Le Pen, la rupture, c'est on va taper encore un peu plus sur les immigrés. Tout à fait. Bon, donc s'ils sont obligés quand même, tu vois, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, s'ils sont obligés d'employer ce mot-là, c'est que y a quelque chose. Parce que vous allez au café avec un copain, boire une bière ou ce que vous voulez. Vous faites un dîner de famille le dimanche, etc. Et ben moi, enfin vous le savez, tout le monde le sait, t'as pas une fois où t'as un mec ou une nana qui dit « Punaise, ils se sont fait élire en disant ça, et ils font le contraire. » Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, le fait que les filles, aussi bien à l'Assemblée nationale, ce que tu as expliqué, mais aussi dans les mobilisations, soit je ne sais pas comment dire ça, un fil à plomb, quelque part. Je pense que ça, c'est très important. Je crois aussi. Oui. J'avais déjà un reposement sur la guerre. C'était quand le Cornu qui a dit qu'en fait, la guerre en Ukraine, c'était un indice, c'était une très bonne opportunité pour nos économique, ouais. L'économie. Il y a la catastrophique en économie, on a un Premier ministre. Et il y avait une question sur les censures.
je sais que c'est à peu près 3 signatures de censure par député. Est-ce que du coup, vu qu'on a un nouveau Premier ministre, ça retombe à 0, c'est reparti parce que vu qu'on a dû avoir 8 censures pour faire tomber les roues, et qui est tombé à cause de ces censures, qui est le producteur de... Là, on n'est pas en session. Hein, enfin, ça ne nous empêche pas de bosser, mais on n'est pas en session. La session va se réouvrir, on remet les compteurs en gros à 0. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a un moment où on calcule en fait. Et on va dire, un BBR Titine, tu signes, et Tom, je sais pas quoi, tu signes pas, même si c'est des insoumis, hein, pour pouvoir économiser les signatures jusqu'au bout. Ouais. Après, ce qui est rigolo de ce point de vue-là, enfin bon, peut-être ma remarque ne vous intéressera pas, mais bon, c'est qu'il y a eu une imprégnation des gens relativement le 49.3, le 42.1, enfin, c'est assez marrant comme la façon dont on s'empare de la question institutionnelle, constitutionnelle, pardon, en plus pas sous son angle le plus marrant, quoi. Enfin, c'est pas la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des principes, c'est vraiment les mécanismes. Bon, ceci étant dit, 49.3, 2, 3, 12, tout ce que vous voulez, on a quand même une difficulté avec la Ve République, puisque Macron, qui est dédié sans cesse et sans cesse et sans cesse, est toujours là. Et il arrive à nous en retrouver un qui remet en avant. Bon, donc on a quand même un vrai problème de ce point de vue-là. Non seulement il faut que Macron s'en aille, mais il faut aussi qu'on tourne la page de la Ve République. Et il faut nous on parle d'un processus constituant, c'est-à-dire un certain nombre de personnes, donc peut-être une partie des sortes de députés élus, sans doute une autre partie qui, elle, serait tirée au sort, et où on réfléchit à notre socle, ce qui nous fait peuple, quoi. Hein, c'est-à-dire pas seulement les questions de mécanismes, de mécanos, de décisions, de comment j'élis député, je sais pas quoi, mais aussi des questions beaucoup plus fondamentales, des droits fondamentaux qu'on se garantit les uns à l'égard des autres. Et évidemment, la question écologique, là, est tout à fait prégnante et doit faire partie des droits nouveaux qui seraient promus par cette 6e République. Et ça aussi, c'est un sujet qui quand même avance. Il y a beaucoup de sujets qui avancent de toute façon en ce moment. Enfin, attention à ce qu'il n'y ait pas un mouvement de réaction, ça arrive parfois. Mais ce sujet-là fait partie des sujets évidemment à poser. Et derrière Macron, il y a la 5e République. Oui, je t'en prie. Ouais, moi c'est juste une petite réflexion que je voulais partager avec vous, notamment sur le climat de peur qui est instauré en fait par la rhétorique des médias, mais aussi des politiques. En fait, sur le budget, on parle beaucoup de la faillite. La France est en faillite, par attention. Ouais. Et en fait, on instaure ce climat-là pour finalement complètement désinhiber la raison du citoyen français pour qu'il n'ait qu'une seule idée en tête, c'est qu'il faut sauver la France, peu importe. Bah, c'est Macron qui a la solution, il a raison, il faut qu'on se saigne, il faut finalement qu'on se sacrifie, parce que c'est comme ça que je l'entends, cette rhétorique, cette politique. Et on enlève complètement la raison du citoyen français. Et les médias, on en parlait tout à l'heure, aident justement à faire finalement peur à ce citoyen français qui, pour lui, la seule solution, c'est oui, il faut se sacrifier. Et le seul discours qui est à présent, c'est le discours justement de la LFI qui dit attends, pas de panique, attendez, c'est pas vrai. On n'est pas en faillite, c'est juste qu'il faut retrouver un équilibre entre les dépenses et puis les recettes, tout simplement. Mais ça, on a du mal à le faire entendre aux citoyens français. Donc on a l'impression que la LFI, c'est furieux, alors qu'au final, on fait tout le contraire. Tout ce qui est vérité, tout ce qui est basé sur des faits. D'ailleurs, Zuckman, c'est un économiste, un doctorat, je connais pas son background, mais avec un super pédigré qui est actuel. On ne va pas lui faire confiance, on va faire confiance à un Macron, le roi de la finance. Vous voyez ce que je veux dire? Et une dernière réflexion, c'était par rapport aux aides aux entreprises, les 200 fameux 11 milliards d'aides aux entreprises. En fait, c'est pas trop ça qui est dérangeant. Avant de... non, j'écoute. Mais non. C'est pas trop le fait d'aider les entreprises, c'est surtout de savoir contrôler et puis d'imposer en fait des critères et des contreparties. Voilà, je te donne tant de pognon, toi tu m'assures que pendant, je sais pas, moi j'invente 10 ans, t'as pas de licenciement. C'est ça. C'est juste le contrôle. C'est pas tant l'argent qui est donné à ces fameuses entreprises, c'est plutôt le contrôle qu'on est derrière pour, comme tu parlais tout à l'heure de la production, pour maintenir l'emploi et pour avoir
une industrie florissante avec tu parlais Bien de sûr. souveraineté industrielle. Mais avant de demander des contreparties, il faut savoir. Et c'est pour ça que j'insistais tant sur le fait qu'il a fallu une commission. Une commission d'enquête, ça veut dire que tu peux convoquer n'importe qui, sauf le président de la République, que quand tu arrives, tu jures de dire la vérité. Bon, il y a des pas de jure. Vous voyez ce que je veux dire? Baïrou, Bétaram. Bref, et puis tu peux aller faire ce qu'on appelle du contrôle sur pièce et sur place. Donc tu peux aller à la Direction Générale des Finances Publiques, je dis n'importe quoi, et dire tu m'ouvres ce tiroir-là et tu me donnes tous les papiers. Je te dis n'importe quoi, c'est les papiers qui concernent Auchan, ou c'est le tiroir qui concerne les subventions aux entreprises. Je dis absolument n'importe quoi. Il a donc fallu que les sénateurs fassent un truc pareil, ça dure 6 mois. C'est un travail très intense, hein. Une commission d'enquête, c'est vraiment très important et très mobilisant pour qu'on puisse savoir. Et encore, ils n'ont pas tout eu. Ils n'ont pas tout eu, puisque les journalistes qui ont repris leur travail en ont encore retrouvé, en particulier en ajoutant toutes les subventions idem, sans contrepartie. Vas-y. Très rapidement, une idée pour assurer les subventions d'entreprise et des conditions. On pourrait très bien imaginer, la Chine le fait, ça a donné des résultats depuis 20 ans. Ah, parle pas de la Chine, encore des emmerdes. C'est coupé aussi. Mais en termes de conditions, c'est aussi conditionner les aides à des réussites, des objectifs. C'est que vous avez un objectif, par exemple, électronique, pardon. Oui. Vous avez 10 ans pour arriver à faire cette puce électronique. Ouais. Si vous n'y arrivez pas, alors on peut imaginer tas de choses. On peut dire que la direction est virée, ou alors, peut-être on peut imaginer tas de trucs. Moi, j'ai pas d'idée, mais voilà. Mais conditionner aussi à des objectifs, en fait, cibler des secteurs stratégiques. Parce que par exemple, LVMH, il n'y a aucune raison qu'il reçoive des aides publiques. Bien sûr. Aucune raison. Par contre, pour la microélectronique, ça c'est stratégique, donc on doit estimer qu'il faut les aider, mais sous des conditions très strictes. Oui, bien sûr. Puis ça peut être des prêts, ça peut être... bien sûr. Parce que les salariés ont des objectifs de résultats. Exactement, donc les boîtes aussi. N'en est pas. Exactement. Oui, je vous en prie. C'est juste pour vous faire part, aujourd'hui il y avait une manifestation étudiante. Oui. On était 150, on est parti en cortège de la fac. On était encadré par un monde 70 CRS. Juste c'était bon. C'est les 100 facs. C'est l'affaire des 100 facs. Ouais. Je suis intervenue sur cette affaire-là à plusieurs niveaux, mais j'ai y compris écrit au président de l'université. Le bien élu, très démocratiquement, pour lui dire quand même d'essayer de faire quelque chose, puis après plus au niveau national, lutter contre toutes ces saloperies de tri des jeunes gens, qui de surcroît, quand on regarde de près, comme par hasard, c'est quand même les enfants des milieux les plus populaires qui n'ont pas accès, non seulement à leur choix, mais bien souvent qui n'ont pas accès du tout. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de 100 facs. Donc oui, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai dans mon équipe, heureusement, une jeune étudiante qui me tient bien évidemment au courant de tout ça. Et puis les étudiants ont plutôt le réflexe, et c'est bien, de s'adresser à moi. Après, sur les questions de répression, oui, je pense qu'on en est là, puisque c'est complètement absurde d'avoir 70 CRS qui encadrent 150 jeunes gens qui, de surcroît, sont légitimes, quoi, je veux dire, dans leur demande. Même si on ne demande pas aux flics d'évaluer ça, évidemment. Hein, même si nous, on était au pouvoir, on leur demanderait de répondre aux ordres. Mais ils seraient évidemment d'une nature fort différente, avec des priorités, bien sûr, très différentes. Et plutôt que d'aller courir après les étudiants, taper le haut du spectre, taper les voyous, taper tous ceux qui planquent le pognon, etc. Des enquêteurs. Hein. En France, il y a 148 000 policiers, il y a 6 000 enquêteurs. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Ça ne marche pas. Toute la police française, elle est tournée, c'est une police d'espace public, c'est une police d'intervention et donc évidemment de répression. Alors que ce dont on a besoin, c'est de gardiens de la paix et pas de force de l'ordre, et que dans l'affaire des gardiens de la paix, il y a évidemment la question de la place absolument nécessaire des enquêteurs. Mais là, c'est à la main de Darmanin, de Retailleau, et puis c'est des jeunes gens quand même. Donc, c'est pas des dockers. Hein. Donc, si vous leur tapez dessus, forcément, ils vont peut-être moins aller en manif. Ils sont plus proches de leurs parents, c'est des jeunes gens. Donc, peut-être que les parents vont dire hop, tu vas plus en manif. Enfin, tout ça est quand même particulièrement bien créé. Et on pourrait parler de l'université française, on pourrait parler de son autonomie, de son pilotage, de ses financements. Oui, ça serait un sujet en soi d'une soirée de l'avenir en commun. Quoi. En effet, le 10, il y a une visite
été cassés par un... Ouais, tout à fait. Et combien de situations de cette nature en France? Et combien de morts aussi, hein. Il y a un mort par mois aujourd'hui par la police dans le cadre des refus d'obtempérer. Et pour la première fois, on a vu apparaître un policier municipal qui a tué quelqu'un. C'est la première fois qu'on le voit. Hein, normalement, ceux qui tuent des gens, simplement, c'est la police nationale. C'était pas un fait de policiers municipaux. Et là c'est normal. Pourquoi? On les dote de l'arme de poing. Bon. Donc déjà, a priori, on les arme d'armes qu'on dit létales. Et ensuite, qu'on le veuille ou non, les maires, pour de mauvaises raisons, c'est mon point de vue, leur donnent un cadre d'emploi qui est différent, où ils vont prendre plus de risques. Et donc, comme ils prennent plus de risques, les dérapages, ils sont plus... Forcément, ils peuvent être plus importants. Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a été adopté par la le dernier, je me suis penché sur l'annexe 4. Oui. Il y a 15 annexes. L'annexe 4 qui est l'annexe qui parle des exonérations et des exemptions de cotisations sociales que les patrons paient des charges. Et j'ai lu avec grand étonnement que le haut fonctionnaire qui a rédigé ça a écrit noir sur blanc que pour 2024, il y avait 91,4 milliards qui étaient pompés en gros sur le budget de la sécurité sociale pour alimenter le CICE. Oui, c'est vrai. Et c'est hallucinant. Oui. De crédit impôt recherche dont je parlais. C'est incroyable. Et apparemment, toutes les cotisations sociales employeurs qui ne sont pas payées parce qu'il y a plein d'exonérations quand on maintient les gens au SMIC ou à 1,6 fois le SMIC, etc. Et en fait, maintenant, c'est tombé sur la TVA. Oui. Au lieu que ce soit les employeurs qui payent parce que leurs salariés vont payer des cotisations sécurité sociale, les employeurs en sont exonérés. Et en fait, comme il faut quand même un peu alimenter quand même la sécurité sociale, on le prend sur la TVA qui, oui, mais c'est très est l'impôt qui rapporte le plus. C'est le plus injuste des recettes de l'État. Oui. Alors que l'impôt sur le revenu, c'est 20 Oui. Non, juste oui, on est d'accord. Sur ce point, oui, tu as raison, mais c'est très peu. Parce que il y a eu des calculs qui ont été faits de 2019, je crois, à 2024. Et les tableaux sont clairs, c'est-à-dire que les exonérations augmentent et le déficit, entre guillemets, de la sécurité sociale, c'est pratiquement pareil. Oui. Oui, voilà. Et bien évidemment, l'État a dit qu'il compenserait les exonérations, mais c'est peanuts. C'est très très peu. C'est pour ça que c'est du vol. Parce que les cotisations patronales, ça n'existe pas. C'est notre salaire. Exactement. C'est notre salaire. Voilà. Et l'autre danger, c'est que, comme c'est remplacé par de l'impôt, comme tu l'as montré, c'est plus des cotisations. Et la gestion de la sécu. Or, c'est pareil pour le club de foot de pétanque qui est à côté de chez vous. Une cotisation, ça ouvre des droits. C'est pour ça que les patrons, ils veulent enlever ça. Quand vous avez une cotisation, ça ouvre des droits. Si c'est autre chose que de la cotisation... Et quand on remonte à l'origine de la sécurité sociale, au tout début, en fait, c'était les salariés qui avaient 75% des voix, puisqu'il y avait des conseils d'administration 100% paritaires, non, 76%, et 25% pour les employeurs. Et après, ça a été devenu 50-50, et ensuite, ça a été supprimé. Ouais. Les conseils d'administration ont été supprimés. C'est fantastique comment ceux qui parlent de la résistance sont peu à peu grignotent complètement tous les conquis sociaux qui ont été apportés par le Conseil national de la résistance et qui ont été perdus. C'est incroyable et la sécurité sociale à l'époque, alors bien entendu les coûts
dénoncé 75%. Et c'est ça qui a généré la création des mutuelles pour arriver au 100%. Et voilà. Et peu à peu, maintenant, on est à 30%. Et puis maintenant, comme le règlement de la mutualité a été changé, peuvent s'appeler mutuelles, des assurances privées, des banques, c'est pas le cas, bien sûr. Et on a complètement détruit la sécurité sociale. On va essayer de sauver un petit bout. Oui. Je rebondis, est-ce que dans la niche parlementaire, par exemple, ce serait pas intéressant de mettre comme sujet, faire avancer dans les têtes, en fait, des extensions de la sécurité sociale. Donc, sécurité sociale de la fin de vie, sécurité sociale des engagements, sécurité sociale de l'alimentation, des choses comme ça. Je sais que la SSA, vous l'avez mis, il me semble, à un moment, mais oui. c'est très bien de les remettre pour faire avancer dans les consciences le fait que étendre ce qui est déjà là, oui, ça a du sens aussi, bien sûr. Ça marche déjà, quoi. Alors là, on est sur les arbitrages là, pour la niche. Je crois qu'elle a lieu au mois d'octobre, la nôtre, je crois. C'est quand la nôtre? En novembre. Oui. Et du coup, on est en train d'arbitrer tout ça. Donc, il va y avoir la question de la destitution. Il va y avoir la question de la loi du plomb. Il faudrait que je reprenne mes notes. Parce que ça, c'est sûr, on a arrêté. Mais on n'a pas ce type de proposition. Par contre, si vous en avez envie, moi, je peux vous mettre en contact avec les députés qui travaillent ces sujets. Puisque, heureusement, chacun d'entre nous, sinon on serait mort, ne travaillons pas tous les sujets. Moi, par exemple, je suis en commission des lois. Donc, ma spécialité, on va dire, c'est plutôt les droits des étrangers en lien avec l'asile et toutes les questions de sûreté. C'est-à-dire tout ce qui relève des atteintes aux libertés individuelles et publiques de la part de l'État. Donc, la surveillance généralisée, par exemple, tous ces trucs-là. Moi, je bosse. Mes gros sujets sont plutôt ceux-là. Bon, après, je sers à plein de trucs, comme chacun d'entre nous, donc je bouge pas mal de trous. Mes sujets vraiment sur lesquels j'approfondis vraiment, c'est plutôt ceux-là. Mais je peux vous mettre en contact avec ceux qui bossent là-dessus. Ceux-là, ils sont plutôt en commission affaires sociales. Voilà. Oui. Pour les maladies, aujourd'hui, dans les questions de maladie, il n'y a que 90% oui. Oui. Avec le jour 40, oui. Ça ferait mélange. Oui, et tu sais que oui, et ça va se dégrader. Ça va être encore pire. Et donc, ce qui va se passer, donc pour les fonctionnaires en particulier, puisque c'est des ânes en fait, ou pas, mais c'est des fois un peu des ânes, donc ils ne comprennent rien. Bref, et puis qui dit arrêt maladie, dit que tu es un feignant. Ils ne comprennent pas l'usure professionnelle, la tonne par jour que va déplacer la caissière, c'est une tonne. Donc ça a forcément des conséquences sur les muscles, etc. Bref, donc c'est en particulier aux fonctionnaires qui s'attaquent. Et donc du coup, il va y avoir plein de personnes qui ne s'arrêteront pas et qui resteront quand même au travail parce qu'elles n'auront pas les moyens de combler ces jours de carence. Donc en fait, ça va avoir un impact sanitaire sur la population active, puisque les gens vont continuer à aller bosser, alors qu'en fait, il faudrait effectivement qu'ils s'arrêtent. Ça, c'est toujours cette idée, le chômeur est feignant, le RSA, il est feignant, enfin, tous des feignants, quoi. Voilà, à part eux, qui sont des feignants. Allez, on s'arrête là, je vous remercie beaucoup, et puis je vous propose...